à toutes et à tous. Merci de nous suivre ici dans ce magnifique amphithéâtre et ainsi qu'en ligne. Je crois que vous êtes nombreux en ligne à nous regarder et à nous écouter également pour cette table ronde consacrée à la défense européenne. Un sujet à la fois au long cours et d'actualité, puisqu'on le sait tous, la guerre est à nos portes, aux portes de l'Europe depuis l'invasion russe en Ukraine. On assiste également à une sorte de surenchère, je dirais, de la part de plusieurs acteurs. On a vu que pas plus tard qu'hier, le président américain Donald Trump a dit qu'il allait reprendre les essais nucléaires. Et face à cela, comment se positionne-t-on? Que fait-on, nous, ici, en Europe? Ce sera le sujet de cette table ronde. Alors qu'on l'a vu, en France, on assiste à une sorte de sursaut avec la reprise de l'industrie. On assiste maintenant à des usines de missiles. J'ai appris ça il y a quelque temps, on ne le savait même pas, des usines de missiles ici en France. Ça participe d'ailleurs à la croissance française. Les chiffres de la croissance pour le 3e trimestre sont tombés hier et la production manufacturière est poussée par le secteur de la défense. Le budget aussi de la défense est sacralisé, pluriannuel, et c'est quelque chose, on le sait quand on voit les débats vifs qui ont lieu en ce moment à l'Assemblée nationale. Est-ce que cela va suffire? C'est le sujet de notre table ronde. Alors, je vais vous présenter nos trois interlocuteurs, nos trois intervenants. Le général Pierre-Joseph Givre, vous êtes directeur du service national et de la jeunesse du ministère des Armées, puisque désormais c'est le ministère des Armées et non plus de la Défense. Vous êtes à ce poste depuis 2 ans. Ross McInnes, vous êtes le président du conseil d'administration de Safran, un de nos grands industriels français. Donc vous allez nous parler notamment de ce secteur. Et Patrick Belloir, vous êtes ingénieur général de l'armement, président honoraire de l'association Eurodéfense qui promeut la coopération européenne. Et vous étiez à la tête de l'OCAR, dont un sigle dont j'ai oublié la signification, si vous pouvez me la donner, pardon. Organisation conjointe. Dans le micro. Organisation conjointe de coopération, en matière d'armement. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être commencer par poser la photo, le contexte. Avec vous, Général Givre, pour commencer. En gros, où en est-on aujourd'hui? Est-ce que la situation est aussi grave que celle qui nous a été dépeinte? Est-ce qu'on est vraiment dans une situation problématique face notamment aux grands autres acteurs que sont, bon, alors il y a la Russie, mais les États-Unis et la Chine? Comment se situe-t-on, nous, ici, en Europe? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la situation est extrêmement préoccupante. Pas forcément perçue comme telle en France, parce que nous sommes très, très, très éloignés des frontières orientales de notre Europe et de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il ne faut jamais oublier que la dimension défense est d'abord portée par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord en Europe. Elle est extrêmement préoccupante parce que nos alliés européens, qui sont en première ligne face à la Russie, se rendent compte, comme nous aussi, mais plus à distance, que les Russes ne lâcheront pas en Ukraine et que les Russes exploiteront toute faiblesse de l'Union européenne, mais surtout de l'OTAN, considérant, et ça, Vladimir Poutine le dit depuis des années, les Russes le considèrent naturellement, la majorité des Russes, de la même façon, que l'espace est-oriental leur appartient. L'attaque contre l'Ukraine, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, je le rappelle, ni de l'OTAN,
une attaque qui se poursuit, une guerre qui se poursuit malgré des pertes terribles, non seulement chez les Ukrainiens, mais également chez les Russes, ne va pas s'arrêter de sitôt. Je pense que les Russes n'arrêteront que s'ils ont un accord qui correspond strictement à leurs intérêts. Et il est certain, ça je ne me fais pas le porte-parole de belliciste, que toutes les faiblesses, si nous montrons un signe de faiblesse, ça sera exploité par les Russes. Je vous donne une anecdote pour avoir beaucoup échangé avec les Baltes, notamment les Estoniens, être allé en Finlande, être allé en Suède, en Norvège, qui sont tous des pays frontaliers, en Roumanie également. Dans le mess de l'armée russe, j'aurais pu dire l'armée soviétique, l'armée tsariste, qui se trouve à une centaine de kilomètres de Narva, qui est la première ville estonienne sur la frontière russe. Il est marqué dans le mess, c'est un militaire estonien qui disait, pour résumer la situation, il est marqué déjeuner à Peskov, c'est la ville russe, dîner à Tallinn. Pour eux, il n'y a pas de frontière. Il n'y a aucune frontière. C'est artificiel et ça a été créé par le bloc occidental. Deuxième point, il n'y a plus de bloc occidental en ce moment. En tout cas, il est extrêmement fragilisé. Ce qui a fait la force de la dissuasion et de la posture finalement face à l'Union soviétique, qui a dissuadé, qui même a finalement neutralisé le bloc soviétique, l'a même fait s'écrouler, c'était qu'il y avait que l'alliance entre les Européens, y compris la France de De Gaulle et ses successeurs, avec les États-Unis, était inaliénable. Il y a eu des discussions, il y a eu des divergences. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire que les États-Unis nous abandonnent. Je n'ai pas du tout dit ça. Mais c'est incertain, c'est ambigu. Et la préoccupation majeure des Américains n'est pas en Europe. Elle est dans le Pacifique face à la Chine. Vous rajoutez à ça les tensions persistantes, les guerres au Moyen-Orient, peut-être avec une instrumentalisation possible des groupes islamistes djihadistes, notamment par la Russie. Vous rajoutez à ça la faillite du Sahel et les fragilités du Maghreb, de tous les Maghreb politiques. Vous avez une situation qui profite toujours au terrorisme, quelle que soit sa forme, insurrectionnelle, locale. Vous savez que la situation au Mali est catastrophique. Le régime est au bord de l'écroulement. Enfin, la capitale Bamako est assiégée. Vous avez une situation vraiment dramatique. Vous avez été en là-bas. charge de la Et dernier mission. point, n'oubliez jamais que la première cible des Russes a été la France en Afrique. Wagner, moi je l'ai vu, il a commencé en Centrafrique, après il s'est attaqué à la France, au Sahel, et nous a fait partir. Et c'était un test. Donc nous devons être extrêmement vigilants par rapport au test. Le chef d'état-major, je terminerai là, s'est exprimé il y a quelques jours devant une commission parlementaire. Il s'est exprimé de la même façon vis-à-vis de nous. Il nous a dit qu'il faut se préparer à un choc à partir de 2028 face aux Russes. On ne parle pas de réassurance en Ukraine. Hein. Je vous parle d'un choc sur les frontières de l'Europe et de l'OTAN. J'espère qu'il n'arrivera pas. Si on est prêt, il n'arrivera pas. Si nous montrons de la faiblesse comme les Russes nous considèrent faibles, ils le disent, ils nous pensent faibles intellectuellement, psychologiquement, surtout moralement. Là, ça sera très dangereux. Donc, est-ce que c'est grave, docteur? C'est grave, vous nous avez dit. Général Givre, est-ce que, Ross McInnes, est-ce que vous avez la même analyse? Je ne peux pas contester l'analyse d'un expert. Je soulignerai que tout ça n'est pas si nouveau. D'abord, l'effort de défense, il remonte à 2017. La loi de programmation militaire 2017 a été remplie à l'euro près. C'est la première fois que ça se produisait depuis longtemps et d'autres marches sont prévues. C'est le cas d'ailleurs dans l'ensemble des pays européens. Depuis 2021, les dépenses de défense, les budgets de défense augmentent d'une trentaine de pourcents dans tous les pays. Alors effectivement, il y a eu un changement qui, lui, date de Trump. C'est-à-dire que les États-Unis sont perçus comme moins fiables, moins prévisibles. Cela dit, Obama nous avait déjà averti que la priorité des États-Unis, c'était l'Indo-Pacifique, l'Asie en particulier et la Chine. Donc tout cela n'est pas nouveau. C'est vrai que l'invasion de l'Ukraine nous en a fait prendre conscience. Alors, incontestablement, les budgets de défense
européens vont augmenter. Encore une fois, ça ne date pas de Trump, mais Trump a mis cela en exergue. Sachez quand même qu'aujourd'hui, quelque chose comme les 2/3 des matériels, des équipements de défense utilisés et achetés en Europe viennent des États-Unis. C'est une dépendance qu'il ne serait pas responsable de perpétuer. Et donc, oui, les budgets de défense augmentent, et c'est une très bonne chose. Par contre, moi, je vois 3 dangers. La première, c'est que pour financer ces augmentations de budget de défense, nous allons devoir faire des choix économiques pénibles. Les discussions budgétaires auxquelles nous assistons aujourd'hui en sont une illustration. Donc, de manière générale, un certain nombre de dépenses de nos États-providence vont devoir être rognées pour financer, entre autres choses, cet effort de défense. Mais alors, si nous augmentons les impôts, puisqu'il paraît qu'il en est question régulièrement, si notre État-providence devra avoir des exigences plus fortes en termes de durée du travail, etc., imaginez la réaction de nos électeurs si on utilise cet argent pour acheter des équipements américains. Je pense que c'est politiquement insoutenable. Donc, premier piège, il ne faut pas que les augmentations de budget profitent dans la même mesure qu'actuellement à des équipements américains. La deuxième chose, le deuxième danger, c'est d'être les garagistes des Américains, en fait. C'est de contenter de rôle d'assembleur dans des équipements américains qui seraient conçus, dont le droit de propriété intellectuelle serait américain, et également la liberté d'usage contrainte, interdite, par le fait que ces équipements sont itarisés, c'est-à-dire qu'il y a une origine américaine qui donne aux autorités américaines un pouvoir de limitation de leur utilisation, de leur réexportation. Donc là encore, devenir le garagiste des Américains n'est pas non plus satisfaisant, puisqu'il y aurait quelques emplois, mais la propriété intellectuelle restera américaine. Et d'ailleurs, une des mesures que l'Europe a prises, c'est de veiller à ce qu'une partie de la propriété intellectuelle des programmes qui seraient exécutés en Europe reste en majorité européenne. Et c'est très, très important. Le troisième danger, c'est que ce budget soit mal utilisé en ce que chaque pays, je pense à l'Allemagne, mais ça peut être vrai de l'Espagne ou de l'Italie, profiterait de cet argent pour créer des champions industriels nationaux, là où d'autres pays, notamment la France, qui avec le Royaume-Uni est probablement le seul pays à avoir investi dans un certain nombre de capacités amont par la recherche, le développement et la fabrication sur 60 ans, eh bien qu'on réplique avec l'argent du contribuable exactement la même chose qui a déjà été faite par la France ces 60 dernières années. Et c'est là un des grands défis de la coopération européenne, c'est qu'elle soit intelligente et qu'elle évite de créer des champions nationaux là où il y a déjà, par ailleurs, en France, en Grande-Bretagne ou ailleurs, des champions existants. Voilà les dangers que je vois. Merci beaucoup, Ross McInnes. Patrick Belloir, est-ce que vous partagez cette analyse? J'ai lu dans un article, en 2022, vous avez déclaré, vous déploriez que l'Europe n'ait pas de défense comparable à celle de la Russie, alors qu'elle avait pourtant un budget comparable. Est-ce que vous pourriez dire la même chose aujourd'hui? Oui, parce que en fait, ça n'a pas véritablement changé. En réalité, il y a une grande déperdition, une grande gabegie, je dirais, des crédits de défense en Europe du fait de l'absence de coopération. Alors, je vais quand même revenir je vais revenir là-dessus, mais je voudrais revenir un petit peu en arrière. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Je partage ce qui a été dit, en particulier par M. McInnes sur ces questions industrielles. Pourquoi est-ce qu'on en est là? On a créé l'Europe, on a créé la communauté européenne dans les années 50 pour assurer la paix sur le continent. Le problème, c'est qu'on avait voulu créer la communauté européenne de défense, mais que la France n'en a pas voulu. Et à partir de là, on s'est focalisé sur l'économie. Alors, ça a quand même permis de faire énormément de choses, de créer des solidarités au sein de l'Europe. Et ça a contribué, je dirais, à l'établissement de la paix. Mais
pour les questions de défense, on s'est reposé sur le traité de Washington, le traité de l'Atlantic Nocle, l'OTAN, donc avec ce célèbre article 5, et c'est de là que vient le fait qu'effectivement la grande majorité des pays européens achètent des matériels aux États-Unis. Alors, la France, elle, ayant quand même de son côté, avec en particulier l'impulsion lancée par le général de Gaulle dès le départ, je dirais d'investir en matière de défense, c'est ce qui d'ailleurs pose aujourd'hui des difficultés pour la coopération au sein de l'Europe avec nos partenaires qui ne l'ont pas fait. Alors, on a donc abandonné, je dirais, en Europe ces questions de défense européenne. On s'est reposé sur l'OTAN en oubliant que l'article 5 de l'OTAN n'est pas si contraignant que cela. Je vous le lis quand même parce qu'on oublie de regarder. L'article 5 dit « Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. » Mais on ne dit pas ce qu'on va faire derrière. Donc, ça n'est pas extrêmement contraignant. En revanche, on a commencé en Europe, depuis la fin des années 90 et surtout depuis le traité de Lisbonne, à réfléchir quand même à nouveau sur les questions de défense. Et dans le traité de Lisbonne, le TU qui a été donc ratifié en 2009, on a une clause de défense mutuelle qui s'appelle l'article 42.7 du TUE, qui est beaucoup plus contraignant, je dirais, entre pays de l'Union européenne que l'article 5 de l'OTAN. Je vous le lis. Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir. C'est beaucoup plus contraignant que l'article 5 de l'OTAN. Et je dirais, c'est ce qui permet aujourd'hui, je dirais, et d'ailleurs cet article a été mis en œuvre pour la première fois par la France, par M. Hollande, président Hollande, lors des opérations au Mali. Ce qui a obligé, je dirais, les autres États européens à apporter leur soutien à la France dans le cadre de l'opération du Mali. Voilà. Donc, donc depuis 2009 en particulier, les choses progressent en Europe. Et on a peut-être l'occasion d'en reparler au cours de cet échange. Mais je voudrais quand même dire que en matière de programme d'armement, le niveau de coopération, en parallèle, je dirais, avec bien sûr la construction européenne, les États ont quand même essayé de coopérer pour développer les matériels d'armement, parce qu'il faut savoir que le développer des matériels d'armement, ça coûte de l'argent. Grosso modo, pour les matériels terrestres, le coût du développement dans le coût d'un programme, c'est de l'ordre de 10%. Pour les matériels navals, c'est plutôt de 15 à 20%. Et pour l'aéronautique, on dépasse les 30%. Et si on regarde ce qui se passe au niveau des programmes nucléaires, on avoisine plutôt les 50%. Pour les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins avec leur système, avec les systèmes balistiques. Donc, le coût de développement est tel que ça nécessite quand même de faire des coopérations si on veut faire des économies. Or, depuis toujours, je dirais même depuis au moins 40 ans, le niveau de coopération en Europe est faible. Le montant investi en matière de défense pour des programmes en coopération tourne autour de 20%. Depuis plus de 40 ans. En 2004, quand les Européens ont créé l'Agence européenne de défense, les membres de l'Union européenne avaient voulu porter ce montant à 35%. En réalité, il est même descendu. En 2014, on était descendu aux alentours de 15%. Donc la coopération est limité à 20% donc des budgets d'investissement des budgets de défense des pays de l'Union européenne, ce qui veut dire qu'ils dépensent en fait 80% de leur budget de façon
nationale et en fait, dans la pratique, en achetant en grande partie à l'extérieur de l'Europe et majoritairement aux États-Unis. Comme le rappelait M. McInnes, c'est grosso modo les 2 tiers des budgets de défense qui partent aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est essentiellement le F-35 qui pompe les budgets de défense. Alors, c'est énorme. Oui, c'est énorme, oui, c'est énorme. Ben, alors, c'est pas la France. C'est pas la France, ce sont tous les autres pays, en particulier le F-35. Enfin, d'abord, le F-16, c'était le F-16 dans les années 80-90, et maintenant, c'est le F-35. Donc, ce niveau de coopération qui génère, qui est très faible, génère en fait une gabegie que le Parlement européen avait évalué en 2013 dans un rapport. Le Parlement européen estimait que le coût de la non-coopération en matière de défense pouvait être évalué dans une fourchette comprise entre 26 milliards d'euros et 130 milliards d'euros par an. Alors, bon, la fourchette est énorme. On peut dire que... mais enfin, ça montre quand même, je dirais, l'ampleur de cette perte, disons, d'efficacité. 26 milliards d'euros, je pense que c'est le minimum. C'est peut-être simplement le surcoût lié simplement au programme d'armement. Si on avait une armée unique, enfin si l'Europe était un État unique avec une armée unique, je pense qu'effectivement, là on arriverait à une économie de l'ordre de 130 milliards. Mais il faut comparer ce chiffre au montant global des budgets de défense européens qui aujourd'hui est de l'ordre de 300 milliards d'euros. Donc vous voyez, c'est quand même une perte d'efficacité colossale. Alors, malgré tout, je ne voudrais quand même pas dire qu'on est complètement démuni, par exemple, face à la Russie, dont je dirais, le budget de défense à parité de pouvoir d'achat est à peu près équivalent à celui de l'Europe. En matière, je dirais, comment dire, de matériel classique, on n'a pas à rougir par rapport à ce que font les Russes, mais il est évident que si on coopérait plus, on serait quand même beaucoup plus efficace et on aurait beaucoup moins à craindre. On aurait beaucoup moins de crainte, disons, vis-à-vis évidemment de notre voisin russe. Merci beaucoup. Général Givre, une fois qu'on a posé ce constat, quelle est la stratégie à adopter? Est-ce qu'il faut augmenter les budgets? Donc le budget de la défense, on l'a dit, est en augmentation en France, avec la loi de programmation militaire. J'ai vu un passage de 50 milliards et demi à 57 milliards, hein, je crois, l'an prochain, c'est ça? Donc c'est quand même une hausse colossale, 13%. Hein, il n'y a pas d'autres budgets qui augmentent autant, vu l'état de nos finances publiques. Est-ce qu'il faut augmenter ce budget? Est-ce qu'il faut mieux l'utiliser, comme a commencé à le dire M. McInnes? Est-ce qu'il faut plus de coopération au niveau européen? Il y a aussi un programme européen, ReArm EU, je crois, qui s'appelle comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire en priorité? Je pense que l'effort qui est fait en France est considérable par rapport, vous l'avez dit, à l'état des finances publiques. Cette priorité donnée, à mon sens, en tout cas telle que pensée également par le président de la République et le gouvernement, est justifiée, mais c'est considérable. Aller plus fort, c'est pas à moi d'en décider, mais je suis pas sûr que ça soit en tout cas pertinent. L'effort est déjà considérable. Cet effort, n'oublions pas, il permet de rattraper des années et des années de diminution du budget
des années de politique publique consistant à sabrer dans les dépenses et à sabrer également dans la ressource humaine, correspondant à un moment stratégique où on pensait que la guerre en Europe n'existerait plus, n'interviendrait plus, finalement d'une mondialisation heureuse. C'est tout le contraire qui se produit, et donc ça nous impose de réagir. L'argent est une des sources de financement, en particulier pour augmenter, dans le triptyque qui fait la puissance militaire et en termes de défense d'une nation, le point qui s'appelle les forces matérielles. Mais c'est qu'une des 3 composantes qui permettent d'envisager de dissuader l'adversaire de vous attaquer, et si jamais vous ne l'avez pas dissuadé, de le vaincre. Donc ça, c'est les capacités, c'est les investissements, c'est Safran qui fournit des matériels, c'est tout ça. Et en espérant que ce soit d'abord français, on pourrait discuter de cette affaire européenne. Mais en fait, elle est liée à l'OTAN, encore une fois, et à la naissance de l'Europe. L'Union européenne, ou la communauté à l'époque, c'est une communauté économique. Avec, bien sûr, il y a une visée politique. On imagine que la prospérité évitera que des pays basculent dans le bloc soviétique. Mais c'est que ça. C'est la suite du plan Marshall. Je vais très fort, mais y compris philosophiquement. Il n'y a que la France de Gaulle qui a dit attention aux Américains. Les Américains ne sont pas bien sûr les équivalents des Soviétiques, mais gagnons notre indépendance. Et c'est à travers la dissuasion qu'il affirme cette singularité française. Mais nous sommes les seuls. Les Britanniques sont pas comme nous. Ils sont alignés sur les Américains. Donc le premier, c'est l'investissement capacitaire, du satellite jusqu'au char. Très intéressant, je fais une petite digression. Vous remarquez qu'on a sous-investi dans les capacités terrestres, y compris dans l'industrie terrestre en France, même si nous avons un KNDS, qui est un grand manufacturier, il y en a d'autres, parce qu'à un moment, on a considéré que ce n'était pas stratégique. Bon, tout se passe essentiellement dans l'espace terrestre, dans les guerres aux portes de l'Europe. C'est une petite digression intéressante pour dire que ce qu'on considère un jour comme pas stratégique peut vite le redevenir, ainsi que la ressource humaine. Le deuxième facteur clé, c'est les forces morales. En fait, on peut investir des milliards, je peux décréter, le président peut décréter, le ministre des Armées peut décréter que la guerre est aux portes de l'Europe et qu'il faut se mobiliser. Si vous n'en êtes pas convaincu, nous n'y arriverons jamais. Parce que nous ne sommes que et heureusement, le bras armé de la nation, mais la légitimité, la souveraineté, elle vous appartient. Et vous la déléguez au président et aux parlementaires et au gouvernement. Et ça, c'est un sujet assez difficile. En France, on a de la chance, depuis qu'on a l'armée professionnelle, il n'y a pas de questionnement, très peu de débats sur les questions de défense. Et tous les partis politiques, très à gauche jusqu'à très à droite, incluant le centre, ils votent la loi de programmation militaire, et ils votent y compris les augmentations. Les armées professionnelles, d'active et de réserve, recrutent. Ce n'est pas toujours facile, mais on recrute. On est une exception européenne. La question demain, c'est que ça ne suffira pas, parce que l'armée professionnelle a été conçue pour des expéditions en dehors des frontières de la France, dans un cadre où le risque de guerre conventionnelle, dit de haute intensité, est marginal. Aujourd'hui, ce risque n'est plus marginal. Il devient supérieur à d'autres types de menaces, même si la menace terroriste subsiste très largement. Et là, vous ne pouvez plus faire qu'avec des volontaires et des professionnels. Ça demande un investissement collectif qui est déjà fait par l'impôt, mais y compris psychologique, intellectuel, et peut-être même demain, une hybridation du système de défense et de la contribution de ceux qui ne sont pas volontaires, en tout cas d'emblée volontaires, à la défense nationale, que ce soit sous l'uniforme ou à titre civil. Le dernier point du triptyque qui fonde la capacité... Juste sur ce point-là, vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même une évolution de la société française? On parle de défense, il y a une question de livret d'épargne, défense, enfin, c'est quand même beaucoup plus dans le débat public qu'il y a quelque temps. Si, moi je constate, je pense qu'il y a une dynamique qui est en marche, que votre présence ici, il y a un très fort intérêt des Français sur ces questions.
mais ça passe par une communication permanente, par des échanges, par des explications, parce que ça ne va pas de soi. Donc ça, c'est un point clé. Et moi qui suis en charge du service national et de la jeunesse, parce que le service national n'a pas été suspendu, c'est le service militaire qui a été suspendu. Et la loi de 1997, elle nous permet de préparer toutes les éventualités. Je pourrais peut-être en parler. On a une très forte appétence de la jeunesse pour les questions de défense, un très grand intérêt. Mais nous, on doit imaginer la suite des événements parce que l'armée professionnelle seule, et notamment en termes de compétences, ainsi que les réservistes, pourrait ne pas suffire à se préparer, je ne dis pas à s'engager, à se préparer face à un choc, face notamment à la Russie. Le dernier point, c'est les forces conceptuelles. Vous devez penser la guerre. Et la guerre n'est jamais la même. La philosophie reste la même, mais la grammaire, elle change. La philosophie, c'est le duel. Et c'est un duel à mort. Ceux qui ont pensé qu'on pouvait gagner la guerre sans faire la guerre, c'est l'idéal. En tout cas, on peut l'empêcher, mais pas la gagner. Parce que si elle se déclenche par quelqu'un qui a décidé d'y aller comme les Russes l'ont fait, vous êtes obligé de monter sur le ring de boxe. Si vous n'avez pas les bons gants et si vous n'êtes pas entraîné, si vous n'êtes pas fort moralement, vous perdrez, c'est sûr. Vous êtes beau être les plus grands intellectuels du monde, vendre les meilleures valeurs, parler le plus beau langage, être en apparence convaincant. Quand la personne en face n'est pas convaincue et qui a décidé d'utiliser les muscles, vous êtes perdu si vous-même, vous n'avez pas les muscles. Et ça, c'est la première partie. Et le deuxième angle, c'est comment on conduit cette guerre. Et on a vu, pour synthétiser ce qui se passe, c'est qu'on a un mix aujourd'hui de Verdun et de Star Wars. C'est Verdun et Star Wars. Et Star Wars, c'est quoi? C'est le New Space qu'on n'a pas vu venir, sur lequel l'Europe n'a pas investi. Moi, je vais vous le dire, on n'a pas investi. C'est le numérique, parce que tout est data-centré. Et c'était le désarmement économique et financier avec la taxonomie. Les mêmes qui aujourd'hui sont va-t-en-guerre, je le dis publiquement, les mêmes, c'était eux qui voulaient dénucléariser l'Europe, ça voulait dire plus de dissuasion nucléaire pour nous. Il ne peut pas y avoir de dissuasion militaire, de nucléaire militaire sans nucléaire civil. C'est les mêmes dont la banque dans laquelle j'étais, HSBC, qui déclinait son affaire en disant « Nous, on s'engage à ne jamais financer l'industrie qui va contribuer au nucléaire militaire ». C'était ça l'Europe. Les banques suédoises refusaient de financer l'industrie de défense. Aujourd'hui, les Scandinaves sont les premiers en tête pour mobiliser toute leur société selon le concept de défense totale, parce que les Russes, ils sont à quelques kilomètres de chez eux et ils savent très bien que s'ils baissent la garde, la patte se posera sur leur sol et ça sera terminé. Comme en 39-40, où la Seconde Guerre mondiale n'a pas commencé sur les frontières ouest, elle a commencé avec la Russie en Finlande, puis en Pologne. Et ça, nous, on n'a pas de profondeur historique, mais pour les Russes, ils l'ont alors, mais complètement en tête. Moi, je ne suis pas du tout alarmiste. Je suis inquiet de nos propres faiblesses. Grâce à Poutine, tout le monde s'est réveillé. Il n'y aura pas eu Poutine, c'était la dégringolade. Je pense qu'il attaquait un peu tôt. Par rapport à sa stratégie, ça c'est une erreur qu'il a commise. Mais on était en désarmement sur les 3 axes que j'avais évoqués, à l'exception de la France, mais la France dans un contexte de finances publiques très délicat. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci beaucoup. Monsieur McInnes, est-ce que vous êtes, j'allais dire que vous êtes d'accord, mais qu'on est passé d'un désarmement total à, enfin, bon, allez, pas total, mais quasi total, qu'on est passé d'un désarmement important à un effort de guerre, on va dire, en marche. Est-ce que vous la constatez, cette stratégie? Est-ce que vous la constatez dans vos commandes? Est-ce que vous la constatez dans votre production? Est-ce que vous le voyez, vous, dans vos chiffres, dans vos usines, cet effort de guerre et ce sursaut? Dans nos chiffres, ce qu'on voit surtout, c'est les succès, et c'est très bien d'ailleurs, de la défense française à l'exportation. C'est de là que viennent les augmentations des cadences. C'est vrai pour le Rafale, dont nous contribuons, le général le sait, à la fois les moteurs, mais beaucoup d'autres équipements. C'est de là qu'on voit aujourd'hui les chiffres.
il faudra attendre encore quelques années, puisque la défense est quand même une industrie à cycle relativement long pour qu'on le retrouve de manière significative. Mais c'est toujours de l'argent qui rentre et qui nous permettra collectivement de financer en partenariat avec l'État les efforts futurs. Alors justement, les efforts futurs, parlons-en. Soyons réalistes, nous n'allons pas débrancher les F-35. Ceux qui sont engagés à les acheter vont continuer à les acheter. Ils vont continuer à dépendre des Américains pour que le logiciel soit mis à jour aux États-Unis à un rythme régulier. Ils resteront prisonniers de ce qu'ils ont fait. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Par contre, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est deux choses. La première, c'est d'incorporer dans les équipements de défense et leur conception surtout un certain nombre de partenaires et de fournisseurs agiles, des start-up, mais qui ne pourront pas porter l'effort jusqu'au bout pour des raisons financières et de crédibilité, mais les associer aux grands équipementiers et aux grands plateformistes. Les Américains nous montrent le chemin et l'agilité ukrainienne est un autre enseignement dont nous devrons profiter. Ça, c'est à nous, avec l'aide de la DGA, d'intégrer, d'incorporer ces jeunes pousses dans notre effort de défense parce qu'elles nous apporteront beaucoup en matière d'agilité, de rapidité, de conception, etc. La deuxième chose, en allant plus loin, il faut nous libérer de cette dépendance excessive aux Américains pour des raisons économiques, nous l'avons évoqué, mais également pour des raisons stratégiques et d'autonomie. Grosso modo, après l'expédition de Suez, la France a choisi un chemin, les Britanniques en ont choisi un autre. L'enseignement de ces dernières années nous montre que c'est nous qui avons eu raison. Maintenant, je répète, on ne va pas arrêter le F-35. Par contre, ce que nous pouvons faire d'ores et déjà, et nous le faisons, c'est identifier un certain nombre de points sur lesquels nous sommes trop dépendants des Américains et réfléchir à des programmes en commun avec 3 ou 4 pays, dès aujourd'hui, où nous pourrions réduire cette dépendance et constituer notre résilience. Il y a quelques exemples. D'abord, la défense antimissile. C'est quelque chose où nous avons, les Européens ont des capacités. Et à partir du moment où nous lancerions des programmes en commun avec 3 ou 4 pays et les industriels qui y seraient associés, nous constituerons graduellement, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais il faut bien, si on ne commence pas aujourd'hui, on n'y arrivera jamais. D'autres programmes, le transport stratégique, nous dépendons trop des Américains pour la projection de nos troupes, également dans le spatial et l'observation satellitaire et l'interprétation des images. Ce sont des sujets sur lesquels nous pouvons, entre Européens, coopérer d'ores et déjà, dans l'espace nous le faisons, pour graduellement constituer cette résilience. Donc ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais nous pouvons, à 3 ou à 4 pays européens, pas à 27, parce que je le rappelle, la défense n'est pas une compétence de la Commission européenne, mais nous pourrons à 3 à 4 construire ces programmes qui réduiront petit à petit cette dépendance et qui apporteront des emplois de qualité dans nos pays. Finalement, peut-être que des opérations d'acquisition, de fusion d'entreprises transfrontalières seront un autre aiguillon vers cette coopération accrue. Mais pour cela, et là je pense qu'il faut que la France fasse un examen de sa conscience, tant que l'État aura une part importante, même résiduelle, dans nos entreprises de défense, c'est un repoussoir pour d'autres acteurs économiques. On l'a vu dans le naval, et les exemples sont multiples. Vous avez fait allusion, je crois, tout à l'heure, général, au terrestre. Donc il faut également que nous soyons, nous, entreprises françaises, attractifs pour des mariages ou des acquisitions que nous pourrions faire transfrontalières, parce qu'elles seront un facteur très important de coopération aux côtés des États qui souhaiteront le faire. Et dernièrement, pour ce qui est de la jeunesse, moi je rappellerai que les industries de défense, en fait, sont souvent des industries duales, aéronautique et défense. Les deux vont ensemble. Safran est un bon exemple. 80% aéronautique civile et 20% défense, sur un total de 30 milliards de chiffre d'affaires, mais vous retrouverez cette même dualité avec des proportions qui peuvent varier chez Airbus ou chez Thales.
Et donc, je pense que pour des jeunes, ce sont des perspectives de travailler dans un environnement qui est croissant. Les portefeuilles, les commandes en aéronautique civile sont également en expansion. Et donc, cette capacité à travailler dans ce monde dual, outre les éléments qui ont pu être soulignés par le général, me semblent des facteurs d'attractivité. Et effectivement, le stigmate désagréable qui était attaché à l'industrie de défense, certains n'investissaient ni dans le tabac, ni dans la pornographie, ni dans la défense. Heureusement, nous ne sommes plus dans ce même classement, mais si on laisse de côté cette morale du nord de l'Europe un instant, je pense qu'il y a de très bonnes raisons pour lesquelles des jeunes peuvent s'engager dans nos industries d'aéronautique et de défense, puisque ça donne des perspectives de carrière dans le monde civil et le monde de la défense qui me semblent attractives sur la durée. J'ai une petite question subsidiaire, Monsieur McInnes. J'ai l'impression que vous êtes assez optimiste sur les programmes européens, alors qu'on voit quand même que c'est le SCAF, c'est ça, l'avion de combat, le programme européen l'avion de combat du futur a l'air quand même pas très très bien parti. Il y a aussi un projet de bouclier antimissile européen. Est-ce que, vous voyez quand même des programmes européens fonctionner, et s'ils fonctionnent, il faut qu'ils s'appuient exclusivement sur les grands industriels existants dont vous faites partie? Non, je n'ai pas parlé d'exclusivité. Au contraire, j'ai dit qu'il fallait plutôt associer les industriels plateformistes, équipementiers à des entreprises tout aussi agiles. Donc il ne s'agit pas d'exclusivité. J'aurais tendance à vous inciter à adresser cette question à M. Belloir, qui a une grande expérience du sujet. Monsieur Belloir. Alors, oui, si, quand même. Il y a eu des progrès quand même réalisés dans le passé. Je voudrais quand même donner quelques exemples. D'abord, je voudrais rappeler donc, qu'on a, les pays européens ont créé l'OCCAR à la fin des années 90, qui était justement pour gérer les programmes de coopération, pour mieux gérer les programmes d'armement en coopération. Alors, c'est pas un organisme de l'Union européenne, c'est un organisme multinational, créé au départ par quatre pays, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, auxquels se sont joints par la suite l'Espagne et la Belgique, et auxquels se joignent également, mais comme État participant à des programmes, une dizaine d'autres pays européens. Et même au-delà, puisque la Turquie, par exemple, fait partie des pays qui... de la communauté, disons, de pays qui participent à des programmes de l'OCCAR. Donc l'OCCAR, c'est un grand programme et gère aujourd'hui une vingtaine de programmes normalement en coopération, avec un budget qui est de voisin de 6 milliards d'euros par an, ce qui n'est pas rien. Avec le problème, c'est que le dernier grand programme en coopération, c'est la 400M, qui a été lancé en 2003, et qu'on attend, justement, de nouveaux grands programmes comme le SCAF. On a créé, alors, je vais revenir après là-dessus, on a créé aussi, mais là, au sein de l'Union européenne, ce qu'on appelle l'Agence européenne de défense. Donc là, c'est à 27. À l'époque, c'était à 26 parce que le Danemark n'avait pas voulu participer aux travaux de l'AED. Alors, l'AED, en fait, travaille en amont de l'OCCAR pour identifier des possibilités de coopération, identifier les besoins capacitaires, préparer, je dirais, éventuellement des travaux de recherche, et identifier les trous capacitaires, identifier les possibilités de coopération. Une fois que ces possibilités de coopération sont précisées, eh bien, les programmes peuvent être transférés à l'OCCAR pour le management, pour la gestion même des programmes. Le problème, c'est que les États, en fait, qui ont créé l'AED en 2004, n'ont pas voulu vraiment que l'AED réalise toutes les missions qu'il lui avait confiées. C'est un petit peu ça la difficulté au niveau européen, c'est qu'on crée des organismes et après les États membres
mettre des bâtons dans les roues à ces organismes, ce qui fait que ces organismes ne sont pas aussi efficaces qu'ils le devraient. C'est en train de changer. C'est en train de changer. Alors, en parallèle, au niveau européen, on a quand même aussi lancé alors même si ce n'était pas de l'armement, des programmes stratégiques comme Galileo. Et je voudrais quand même le citer parce que je suis sûr que ici, dans cette salle, tout le monde ne sait pas qu'il utilise le signal Galileo tous les jours avec son téléphone. Hein, vous croyez utiliser le GPS, en réalité, vous utilisez à la fois le signal GPS et le signal Galileo. Expliquez-nous ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Alors Galileo, c'est un système de géopositionnement par satellite qui est tout à fait équivalent du système GPS américain, GPS qui lui est piloté par l'US Air Force. Galileo est piloté par la Commission. C'est un système qui a été voulu civil parce qu'un certain nombre de pays européens s'opposaient au caractère militaire. La France ne s'est pas battue parce que le ministère de la Défense ne voulait pas contribuer au financement. Bon, mais ceci dit, les caractéristiques et en fait, moi j'étais en charge à l'époque, j'avais une mission du Premier ministre pour je dirais, représenter la France auprès de l'Union européenne pour le programme Galileo. Nous avons voulu que le programme Galileo ait les mêmes caractéristiques stratégiques que le programme GPS, c'est-à-dire que vous avez un accès. Il s'agissait en fait pour l'Europe d'avoir une garantie d'un signal de géopositionnement par satellite. Avant que Galileo existe, les Américains brouillaient volontairement le GPS jusqu'à la fin des années 90, ce qui fait que vous aviez une précision qui était de l'ordre de plusieurs centaines de mètres. Quand on a créé Galileo, les Américains ont supprimé ce brouillage pour nous empêcher de lancer ce programme, essayer de convaincre les Européens de ne pas lancer ce système. Aujourd'hui, nous avons un système qui permet à l'Europe d'être autonome en matière de positionnement par satellite, avec donc un signal ouvert accessible à tout le monde, comme le GPS, c'est les mêmes caractéristiques, et avec un signal sécurisé qui a la même caractéristique que le codem militaire du GPS, et qui est donc accessible pour les militaires, et tous les organismes de sécurité, de façon générale, moyennant, bien sûr, des codes d'accès particuliers. Et aujourd'hui, les Américains ont aussi accès à ce signal sécurisé, parce qu'ils ont voulu avoir accès de la même façon que les militaires français ont accès au codem militaire. Voilà. Donc ça veut dire c'est un grand succès. Non, mais donc ça veut dire qu'on peut avoir des programmes européens efficaces. Absolument. C'est quand même ça finalement. Et moi, je pense que au-delà de tous ces programmes que l'Europe aujourd'hui lance, le Fonds européen de défense, les programmes EDIRPA, le programme ASAP, le programme SAF, etc., qui sont des programmes financiers d'incitation à la coopération des États européens pour les programmes d'armement, où la Commission en fait contribue par des financements à des programmes en coopération, comme elle le fait par exemple aujourd'hui. La Commission contribue par exemple partiellement au développement du programme MAL qui est géré par l'OCAR. MAL, c'est donc... ce sont des drones, c'est ça? Ce sont des drones, drones. Que disait le général Gifre. Mais du coup, au-delà de ça, je pense que la Commission pourrait très bien financer, par exemple, des programmes de satellites qui aujourd'hui ne sont absolument pas accessibles à la France seule, mais qui pourraient intéresser l'ensemble de la communauté européenne. Je pense par exemple aux questions dans le domaine de la détection, de la surveillance, le programme des télécommunications, qui intéresserait l'ensemble des pays européens. Ça ne veut pas dire que la Commission gérerait ces programmes, mais elle pourrait en confier la gestion, mais elle pourrait apporter des financements au profit de l'ensemble des pays européens. Et ça, ce sont des choses qui ne sont, je veux dire, que les traités n'excluent pas du tout aujourd'hui. Mais est-ce que ça veut dire que aujourd'hui on adopte la bonne stratégie, à savoir développer des programmes européens qu'on confie à nos grands industriels plutôt que d'aller acheter parce que c'est finalement ça la question qu'on se pose. Pour moi, c'est évident parce que
On a parlé effectivement des matériels achetés aux États-Unis avec les contraintes ITAR, etc. Il faut être conscient que les pays européens qui ont acheté des matériels américains ne peuvent absolument pas utiliser ces matériels comme ils le veulent. Les Américains ont le pouvoir de les empêcher de les utiliser s'ils ne sont pas d'accord pour certains théâtres d'opération. Ce n'est pas le cas de la France. Avec le Rafale, effectivement, on est libre de l'utilisation du programme Rafale parce qu'il est ITAR-free, il n'a pas de contraintes, on n'a pas de contraintes, je dirais, venant d'un pays extérieur, et notamment des États-Unis. Mais en revanche, quand vous achetez un programme, un matériel américain, vous avez cette contrainte. Si les États-Unis ne sont pas d'accord pour l'utilisation de ce matériel, ils peuvent vous en empêcher. Dans le passé, la France n'a pas pu utiliser certains de ses ravitailleurs pour certaines missions quand ces ravitailleurs étaient les KC-135 américains. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas puisqu'on a comme ravitailleurs des A330 qui sont d'ailleurs, entre parenthèses, bien meilleurs que les avions ravitailleurs de Boeing. Bon. Donc ça veut dire qu'en Europe, on sait faire. Et effectivement, il faut s'appuyer sur les grands maîtres d'œuvre européens. Il y a des exemples. Il y a Airbus. On a parlé des missiles. MBDA. MBDA, c'est le missilier européen qui est capable de fournir des solutions à l'ensemble de l'Europe. Et pourtant, certains pays européens, dans certains cas, ne font même pas appel à MBDA. Ils préfèrent, même quand ils font des appels d'offres, oublier les solutions européennes. C'est ça qu'il faut aujourd'hui faire en sorte... il ne faut plus que ça se produise. Général J, vous vouliez compléter là-dessus, justement ? Juste deux remarques sur ces questions de coopération. Le risque avec les Américains a été évoqué, il est extrêmement clair. Il y a quand même des risques aussi en Europe. Je crois, je parle sous votre couvert, que dans les discussions sur le SCAF, la question avec l'Allemagne se pose. Est-ce que ces matériels pourront être exportés partout ? Est-ce que le Parlement allemand ne va pas dire « Attendez, on l'a fait ensemble ?» et en fait, on n'a pas le droit d'exporter vers tel pays parce qu'on le considère comme étant pas fiable ou moralement, on s'y oppose. Et, enfin, c'est un sujet de vigilance pour l'export. Non, alors, sur ce plan-là, il y a un accord qui a été passé et aujourd'hui qui est signé par l'Allemagne, la France et l'Espagne et auquel un certain nombre de pays devraient se joindre, un certain nombre de pays européens devraient se joindre prochainement, justement pour régler ce problème et éviter effectivement que des pays, que des questions de, je dirais, bloquent le transfert de certains matériels dans le cadre de programmes en coopération et empêchent effectivement, d'une part, la poursuite de l'utilisation des matériels, même par les armées d'un des pays européens acquéreurs, et voire même pour l'exportation. Donc il y a un accord aujourd'hui sur ces questions d'exportation qui est aujourd'hui donc signé par l'Allemagne, la France, l'Espagne, et auquel devrait se joindre un certain nombre de pays. Ce n'est pas le rôle, en revanche, de la Commission. La Commission n'a pas à se mêler des questions d'exportation. Et il y a un deuxième exemple intéressant, c'est le cas de l'Espagne, qui a acquis énormément de matériel auprès d'Israël, les Allemands aussi, mais surtout les Espagnols. Et aujourd'hui, il y a un retournement intégral de l'opinion espagnole et du gouvernement. Et ça pose d'énormes problèmes à l'armée espagnole, qui est totalement dépendante, l'armée de terre espagnole, qui est dépendante, notamment pour ses missiles, des Israéliens. Donc voilà, dès qu'on fait des choix, ça rejoint les enjeux. C'est pour ça que la France a fait le choix d'avoir des matériels en propre au maximum pour éviter des retournements politiques. La transition est toute trouvée pour aborder la troisième partie, plus politique, et qui ouvre aussi des perspectives. Est-ce qu'il faut souhaiter une Europe de la défense? Est-elle possible? Est-elle souhaitable? Est-ce que ça passe simplement par plus de coopération? Monsieur Belloir a commencé à l'aborder.
Voilà, si on peut faire un petit tour de table là-dessus. Je pense qu'il faut la souhaiter. En tout cas, c'est la volonté française, la volonté du président réaffirmée. Cette coopération, elle a déjà lieu dans plein de domaines. Chaque fois qu'il y a des opérations extérieures, ça se fait en coalition, généralement sous l'égide de l'OTAN, mais avec des pays de l'Union européenne, de l'Europe, parfois sous l'égide de l'Union européenne. Après, c'est souhaitable, mais après, il faut analyser, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est toujours dans notre intérêt? Et ça, c'est après, pour beaucoup d'affaires, et notamment industrielles, c'est au cas par cas. Sur d'autres segments, comme ceux du service national, de la jeunesse, et ça, finalement, de la mobilisation des esprits. Est-ce qu'on doit avoir une approche identique? Je ne pense pas, parce que l'Union européenne, c'est d'abord des pays souverains, et que quand il s'agit d'investissements sur des équipements, c'est déjà compliqué, sur du matériel, du capacitaire, c'est compliqué, mais quand il s'agit de l'humain, donc des soldats, des commandements qui vont avec c'est des choix de société qui sont difficilement partageables. Alors si on va être encore plus clair, est-ce qu'on pourrait imaginer une armée conjointe franco-allemande? On a fait la brigade franco-allemande. On n'arrive jamais à engager la brigade franco-allemande, ou extrêmement rarement. Il y a très très peu de cas d'engagement. Il y a eu en Afghanistan, même pas en Afrique. Et pourtant, il y a eu dans les... Voilà. Donc, ça vous crée une dépendance, et surtout, vous êtes obligé d'avoir une approche à minima. Et moi, je préfère des choix, les fameuses coalitions de volonté, des choix assumés, y compris avec des gens qui sont en dehors de l'Union européenne, comme les Britanniques, avec des forces, c'est-à-dire donc des sociétés qui ont le même degré d'acceptation de l'engagement. Et quand je dis ça, ça veut dire jusqu'à l'acceptation ou pas de pertes. Et ça, en Europe, alors sur la question orientale aujourd'hui face à la Russie, probablement qu'il y a un alignement. Sur d'autres cas de figure, d'opérations, il y a des divergences extrêmement importantes. Faut-il mourir pour le Sahel? La France a décidé oui, en tout cas oui, mais en tout cas qu'on pouvait exposer la vie de nos soldats et comme en Afghanistan, avec un niveau d'acceptation de la société, c'est-à-dire des autorités, du peuple français et des militaires, qui était identique. Et il n'y a pas eu de désynchronisation entre les trois parties, c'est-à-dire entre les forces armées, l'opinion, le peuple et les autorités. J'observe que ça n'a pas été le cas ailleurs. Les Britanniques ne font plus d'opérations extérieures parce que le taux de perte en Afghanistan et en Irak cumulé a mal été analysé par les militaires britanniques, a mal été analysé également par leur politique, et qu'il y a eu à un moment une inversion totale de l'opinion par rapport au soutien de ces campagnes extérieures. Donc ça, c'est des sujets extrêmement délicats. Et pour terminer, est-ce qu'il y a des pays comme la Finlande qui ont un service militaire que pour les garçons? C'est un pays européen, la Finlande, et maintenant un pays de l'OTAN. Les Suédois ont un service militaire de forme différente. Les Danois ont réinstauré un service militaire filles et garçons. Les Finlandais, c'est que les garçons. Déjà, vous avez 3 cas de figure différents. L'Allemagne hésite, elle ne sait pas, et elle a même dit que peut-être elle utiliserait le tirage au sort. Vous imaginez le tirage au sort en France? Quand vous regardez Non mais, donc il faut être très... L'intention est vertueuse. Il faut converger chaque fois que ça correspond à l'état de notre opinion, à nos références historiques, à la sociologie aussi de notre jeunesse. La jeunesse allemande n'est pas la même que la jeunesse française. Et l'un des écueils collectifs que nous avons serait de copier le passé
alors que ni nos adversaires ne sont les mêmes, même s'il y a des communalités, et surtout pas notre jeunesse n'est la même. Donc il faut être très prudent, et il faut surtout à chaque fois réinventer des modèles de défense en fonction, encore une fois, de la sociologie, de l'état de l'opinion, de l'acceptabilité ou pas de ce qu'on va proposer, et bien sûr du degré de la menace à laquelle on fait face. Et nous, politiquement et stratégiquement, c'est la même menace que pour les Finlandais et les Baltes, sauf que nous, c'est à 4000 km. Donc si on copie le modèle suédois ou finlandais, on peut s'en inspirer, et nous, je pense qu'il y a beaucoup de choses très très intéressantes, mais le copier sans réflexion préalable, ça peut être contre-productif. Enfin, en tout cas, c'est un point d'attention. C'est pour ça que le mimétisme n'est pas bon. L'inspiration est vertueuse. Les comparaisons, il n'y a pas que les systèmes européens. Le copier-coller descendant est extrêmement dangereux. En tout cas, dangereux, pourrait ne pas atteindre les objectifs fixés. Merci. Ross McInnes, une politique, une Europe de la défense est-elle possible? Est-elle souhaitable de votre point de vue d'industriel? Je vais rester justement dans ce domaine-là. Moi, je suis assez optimiste parce qu'il y a une reconnaissance générale par nos concitoyens du besoin. Nos autorités politiques et les parlements, dans l'ensemble, soutiennent une augmentation des moyens qui sont alloués à l'effort de défense. On a beaucoup parlé d'Allemagne, mais regardons des pays comme la Pologne, qui ne juraient que par les Américains il y a quelques années, mais qui aujourd'hui ont compris que la fiabilité n'est plus ce qu'elle était. D'autres pays emboîtent le pas. Donc je pense que les industriels, en accord avec leurs autorités, peuvent identifier un certain nombre de programmes où nous avons des compétences et mettre en œuvre des coopérations auxquelles d'ailleurs la contrainte des finances publiques nous obligera par ailleurs. Moi je trouve que dans l'ensemble, les conditions sont réunies pour que graduellement nous réduisions notre dépendance dans le domaine de la défense par rapport à la dépendance excessive que nous avons sur les Américains, pour des raisons à la fois stratégiques, mais qui correspondent également à notre intérêt économique et technologique. Donc je trouve que dans un monde qui est bouleversé, moi je suis résolument optimiste sur la capacité des Européens à travailler ensemble dans ce domaine. Merci beaucoup. Est-ce que vous partagez cet optimisme, Monsieur Belloir? Alors oui, je voudrais dire une chose. Quand vous avez un baromètre européen régulièrement qui sonde un petit peu le public européen de façon générale, et ce qui revient en tête en fait dans ces baromètres, c'est la défense européenne. En fait, les citoyens européens sont très majoritairement en faveur d'une défense européenne. Alors, ils savent peut-être pas trop ce que ça veut dire, etc., et quelles sont les conditions pour y parvenir. Mais en tout cas, je pense que le citoyen européen, il se rend compte que cette défense, enfin que la défense aujourd'hui ne peut plus être traitée simplement au niveau national, mais au niveau européen. C'est parfaitement clair. Au niveau budgétaire, on n'a plus les moyens. Même les pays comme la France ou l'Allemagne n'ont pas les moyens de gérer seuls ces questions. Donc, il faut avancer en matière de défense européenne. Alors, je dirais que la difficulté, c'est cette question de la souveraineté. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau européen? On a déjà, en Europe, je dirais, les États européens ont déjà cédé beaucoup d'éléments de souveraineté à l'Europe. Le premier, c'est la monnaie. On partage déjà la même monnaie entre 19 pays européens aujourd'hui, et c'est un élément majeur de la souveraineté. Alors, il y a tout un tas d'autres exemples. Si on veut être solidaire, forcément, en fait, on est obligé de lâcher des pans de souveraineté. Donc, et c'est comme ça qu'on avance, en fait, au sein de l'Europe. Alors, ceci dit, donc, si on veut vraiment, il faut être pragmatique. On ne va pas créer, je dirais, les États-Unis d'Europe demain. Ça prend
Donc il faut être réaliste. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la défense européenne à court terme? D'abord, c'est arriver à harmoniser les besoins militaires. C'est quand même un gros problème aujourd'hui. Pour moi, c'est mon message principal. La première chose, c'est l'harmonisation des besoins militaires pour pouvoir ensuite définir des capacités communes et faire des coopérations. C'est pour moi aussi un des secrets du succès pour le SCAF ou le MGCS. J'ai l'impression qu'un des grands problèmes... Le MGCS, je ne sais pas ce que c'est. Main Ground Combat System, c'est le futur char de combat. Il ne faut pas que les militaires, quand ils définissent leurs besoins militaires, soient influencés par l'industrie nationale. C'est une erreur, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bah, ça aide quand même. Non. Quand on définit le besoin militaire, c'est d'abord, on regarde quelle est la menace et qu'il faut contrer. C'est à partir de là qu'il faut partir. Il ne faut pas partir d'une capacité qui existe chez tel ou tel industriel. C'est comme ça, sinon on n'a aucune chance de parvenir à des accords de coopération. La deuxième chose, c'est évidemment soutenir, je dirais de façon générale, la préférence européenne en Europe, essayer de faire en sorte que on essaye quand même de s'affranchir le plus possible, mais ça on l'a déjà dit. Mon troisième message, c'est la consolidation de l'industrie de défense. Alors il faut s'appuyer sur les compétences qui existent. Alors évidemment, la difficulté, c'est que la France, ayant financé en matière de défense depuis 70 ans, contrairement à certains de ses partenaires, elle a des compétences qu'elle ne veut pas perdre et en face d'elle, je dirais des partenaires qui veulent au contraire acquérir des compétences. Donc les compromis ne sont pas faciles, mais il faut arriver effectivement à trouver le bon compromis, en tout cas s'appuyant sur des modèles tels que MBDA qui a été créé et qui aujourd'hui donc s'appuie déjà sur des capacités industrielles qui existent dans plusieurs pays européens, au moins 4 pays européens, si ce n'est plus. Le quatrième point, c'est la gouvernance. Il faut s'appuyer. Donc, d'abord, il faut que les États précisent bien quelles sont les compétences de la Commission en matière de défense, qu'elle garde son rôle incitatif, je dirais, donc de financement, mais ce n'est pas son rôle de gérer des programmes ou de dire quels sont les programmes qu'elle veut financer. Les besoins sont consolidés au niveau de l'Agence européenne de défense, qui ont été créés par les États européens pour cela, et les programmes peuvent être gérés par l'OCAR. Donc il faut utiliser les organismes qui existent, l'AED, l'OCAR, et bien préciser comment s'organisent les compétences de la Commission par rapport à ces organismes qui ont été créés à dessein en matière de défense par les États européens. Et puis, bien sûr, le cinquième point, c'est le financement, mais je pense que les financements... On est au bon niveau. Ouais. On est au bon niveau. Si on coopère plus, eh bien, on utilisera mieux les crédits existants et on n'aura pas besoin, je dirais, d'augmenter les budgets de façon, je dirais, faramineuse. Et, ce qui pose d'ailleurs un problème principalement pour la France. Je veux dire, c'est la France qui est assez mal placée en Europe aujourd'hui, comme tout le monde le sait. Merci beaucoup. On peut passer aux questions. Je pense que c'est le bon moment là. Pardon ? Oui ? N'hésitez pas. C'est toujours difficile de se lancer, mais... La deuxième. Moi, j'ai une question sur l'Europe de la défense. Il y a aujourd'hui une organisation qui fonctionne, qui est l'OTAN. Alors, on sait qu'on a un sujet vis-à-vis des États-Unis, mais quand on voit tout ce qu'on vous entend sur les difficultés qu'on aurait à utiliser l'Union européenne et compte tenu de modèles, l'OTAN aujourd'hui fonctionne. Est-ce que c'est pas plus facile de transformer ou en tout cas de concevoir un pilier européen dans l'OTAN où on a quelque chose qui fonctionne, ou est-ce qu'on est
c'est tellement intégré avec les États-Unis que d'avoir une partie européenne de l'OTAN, est-ce que c'est pas ça la solution, qui a en plus un avantage, qu'on a les Anglais et les Norvégiens, qui sont quand même deux pays qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui, en matière de défense, enfin, sur l'industrie défense, Ross McInnes l'a dit, le Royaume-Uni est très important. L'OTAN, en fait, quand on parle de la défense européenne, il faut parler peut-être de la défense de l'Europe, en fait. Quelle défense pour l'Europe? Et vous avez une défense qui serait totalement autonome, voire totalement autonome, qui serait autonome, voire indépendante, ou une défense partagée avec l'Amérique du Nord. Vous avez raison de dire l'OTAN, c'est le principal incubateur, c'est le principal intégrateur. Alors pas forcément directement dans le capacitaire, même s'il y a un commandement qui a été créé à Norfolk, ACT, commandement de la transformation de l'OTAN. Au demeurant, c'est un amiral français, l'amiral Vendier, qui est le patron de ce commandement. Donc ça veut dire que la France cherche aussi à être présente, enfin elle veut être présente dans les discussions s'agissant de la transformation, pas simplement de l'organisation, mais également capacitaire. Et vous avez complètement raison, aujourd'hui il y a une vraie interopérabilité en Europe. Quand je dis interopérabilité, pas seulement au sens des technologies, au sens des procédures, mais également au sens de la culture militaire. Et la France, qui est revenue dans le commandement intégré, participe de cette interopérabilité, qui n'est pas pour moi en opposition avec le souhait d'autonomisation stratégique de l'Europe. Ça, je partage tout à fait votre avis. Et ça fonctionne. Il y a des lourdeurs, et ça fonctionne. Il y a une vraie communauté militaire par l'OTAN. Ça, c'est vrai. Et quand la France était en dehors du commandement intégré, je ne parle pas de la question de la dissuasion nucléaire, c'était plus compliqué pour nous, et notamment avec les Britanniques, mais pas qu'avec eux. Donc oui, vous avez raison, et c'est un incubateur, un intégrateur qui doit persister. Est-ce que ça doit être un pilier européen? Donc, ça devient politiquement extrêmement sensible. Est-ce qu'il doit y avoir des développements capacitaires beaucoup plus européens et pas simplement dépendants des États-Unis? C'est encore une autre question. Le point important, je parle devant un industriel, c'est probablement peut-être de positionner ou d'avoir une bonne compréhension pour nous Français des circuits de décision et des circuits d'acquisition de matériel, y compris par l'OTAN. Je vais vous donner simplement un exemple et je vous laisserai après la parole. Moi, je suis un spécialiste du combat en montagne et combat arctique. En tout cas, j'ai commandé des unités dans ce domaine. On avait des entreprises françaises qui avaient vu qu'il y avait un appel d'offres extrêmement important de l'OTAN pour des équipements type abri arctique. C'est des Suédois qui ont remporté l'affaire. Et les Suédois ont remporté l'affaire, pas parce que leur produit était le meilleur, mais qu'il y avait des officiers qui ont rédigé l'appel d'offres. C'était des officiers suédois, les spécifications suédoises faites par des officiers suédois, permettaient naturellement que la Suède gagne le marché. Là aussi, il faut qu'on mette en place des stratégies pour être au bon endroit et pouvoir faire valoir, en tout cas je vous parle d'un domaine peut-être pas tant marginal que ça, parce que pour des entreprises françaises, c'est des millions de dollars ou d'euros. Et voilà, donc c'est à nous aussi d'être bien positionnés et d'avoir identifié dans l'organisation quels sont les points clés, les commandements qu'il faut détenir ou les experts qu'il faut placer pour être compétitif lorsqu'il y a des appels d'offres. Oui, je pourrais peut-être compléter quand même. Il y a des agences OTAN qui gèrent des programmes d'armement. Pour moi, ces agences OTAN sont moins efficaces que l'OCCAR. Et aujourd'hui, il n'y a plus de raison, je dirais en tout cas, de faire appel à ce genre d'agence pour gérer les programmes d'armement en coopération, surtout si ça n'implique pas les États-Unis. Et parce que les agences OTAN, en plus, elles appliquent à fond le principe du juste retour. Non seulement pour la répartition du travail au plan industriel, mais même au niveau de la gestion en interne pour pour le recrutement des personnels au sein des agences.
C'est-à-dire qu'on ne recrute pas les personnels au sein des agences OTAN en fonction de leurs compétences, mais en fonction de leur nationalité. Donc c'est du juste retour à outrance. Et je pourrais donner des exemples. Pour moi, ça coûte beaucoup plus cher, en tout cas, que la gestion par le quart. Donc on laisse de côté ces agences. Le seul intérêt des agences OTAN, le seul intérêt de passer par l'OTAN, c'est la question pour certains États européens, c'est la question de l'exonération de TVA. Et pour moi, et je dirais, est un faux problème, puisque c'est un transfert de crédit entre le ministère de la Défense et le ministère du Budget. Donc, mais globalement, pour un État, ça ne change rien. Donc, pour moi, c'est quand même un faux problème. En revanche, donc, le gros... en ce qui concerne, par contre, le plan opérationnel, l'OTAN ne dispose pas de force. Là, je parle sous votre contrôle, mon général. L'OTAN ne dispose pas de force. L'OTAN, en fait, s'appuie sur les forces des différents pays contributeurs. Par contre, elle a une capacité d'état-major, de planification et de commandement extrêmement importante. Et c'est ça qui manque, en fait, au niveau européen principalement. Si on voulait avoir des opérations au niveau européen, il faudrait qu'on ait un état-major capable de faire cette planification et ces capacités de commande. Alors, il y a un état-major de l'Union européenne qui a les capacités, qui a certaines capacités, mais qui, dans le cadre de gérer des accords de Petersberg, ne peut gérer que des opérations de basse intensité hors Europe. Pas sur le territoire européen, parce que, parce que certains États européens, à l'époque c'était le Royaume-Uni, s'étaient opposés à ce que cet état-major duplique ce qui existe au niveau de l'OTAN. Donc pour moi, c'est quand même un des problèmes qu'il faut aussi régler au niveau européen. C'est comment est-ce qu'on peut avoir un état-major. Alors, est-ce que ça peut être... Est-ce qu'on pourrait obtenir des États-Unis que l'Europe puisse faire appel aux capacités de l'OTAN sans les militaires américains? Le problème, c'est que les militaires américains, ils sont un peu partout. Donc, c'est pas simple. Oui, il faut relativiser on pense que l'OTAN est très américaine. Oui, elle dépend des Américains, mais quand vous allez aux États-Unis, il n'y a peut-être qu'un officier sur 10 qui a servi dans l'OTAN. C'est très étonnant comme phénomène. En Europe, ils sont indispensables, incontournables. Effectivement, ils occupent des positions clés. Mais quand vous allez aux États-Unis, c'est pareil que l'ASEAN, j'exagère, mais c'est pareil que d'autres alliances. Donc, c'est un peu étonnant. Simplement, on vient de parler de l'OTAN au sens capacitaire, au sens de l'emploi des forces, du commandement. Il y a un domaine qui n'est couvert ni par l'OTAN, ni par l'Union européenne, c'est le modèle d'armée et le modèle de défense. Ça appartient strictement à tous les États, encore une fois. Après, on peut s'inspirer les uns des autres, on peut dialoguer, comme on le fait aujourd'hui avec l'Allemagne en particulier, qui voudrait remettre en place un système de conscription, pas forcément universel, pas forcément totalement obligatoire. Donc là, on discute, mais là, personne, à part, et je pense que c'est assez logique et normal, à part nos chefs de gouvernement, notre président de la République, c'est vraiment lié à la souveraineté nationale. Souveraineté nationale, je termine là-dessus. Digression politique, il n'y a que nous qui employons le mot de souveraineté. Hein. Et qui plus est, souveraineté européenne. La première fois que je l'ai entendu dans la bouche d'un autre pays européen, c'est quand les Américains ont lâché tous leurs alliés en Afghanistan, que les Français et les Britanniques, qui avaient des capacités propres, ont pu rapatrier tous les gens qui avaient travaillé avec nous, hein, tous les Afghans. Les Néerlandais, en particulier un général néerlandais, m'a dit « Ah oui, vous avez raison de parler de souveraineté européenne, parce que là, nous, on était totalement dépendants des Américains et on n'a pu rapatrier aucun des Afghans qui avaient travaillé pour nous. » Parce que les Américains ont décidé du jour au lendemain de partir, ils sont partis en 48 heures. Et c'est la première fois que j'ai entendu le mot souveraineté. Et c'était un gros mot pour eux, ça n'existait pas. Il n'y a pas de notion de souveraineté. On partageait l'économie avec l'Europe et la défense, on dépendait des Américains. Donc faisons aussi attention à ne pas dupliquer nos concepts, nos visions, qui sont aujourd'hui, grâce à Poutine, qui ont une écoute européenne, mais ça ne va pas du tout de soi pour tous ces pays. Il y a une question en ligne pour vous, Général, sur la question du service militaire.
Est-ce qu'il faut rétablir le service militaire en France ? Bon, déjà, c'est pas moi d'en décider. Non, mais voilà. Évidemment, non, mais parce que ça, c'est une question, c'est ce que je viens de dire, c'est une question extrêmement sensible qui relève. On revient plusieurs fois en ligne. Oui. Alors, la loi, en 1997, le service militaire n'a été que suspendu. Et il ne peut être rétabli que par un vote du Parlement, par la loi. Donc, c'est même pas une décision seule du président de la République. Dans un système pur de la Ve République, évidemment, le président décide et le gouvernement exécute ses directives. Aujourd'hui, on n'est pas exactement sur ce portage du fait de l'absence de majorité absolue, de majorité présidentielle absolue. Voilà. Après, je ne vais pas vous répondre directement. J'ai un avis là-dessus, mais il est à la fois en responsabilité, mais aussi personnel. En revanche, ce que je vais vous dire, et ce que je vais revenir à ce que j'ai évoqué au tout départ, notre modèle d'armée devra nécessairement être hybridé. C'est-à-dire que le tout volontaire, en termes notamment de compétences, ne suffira pas s'il y avait un engagement de forces professionnelles, quelque part sur la périphérie de l'Europe pour défendre l'Europe et nos pays alliés. Voilà, maintenant, est-ce que c'est un service militaire ? C'est une autre forme de service. Regardez ce qui se passe en Europe, on n'a pas le temps de vous montrer les modèles, il y a plein de modèles très différents. Le modèle suédois est très intéressant, il y a une obligation déclarative de tous les jeunes citoyens suédois, filles et garçons, et ensuite rejoignent les forces armées. Sur une classe d'âge de 80 000 jeunes, uniquement 8 000 rejoignent. Et à 95%, ce sont des jeunes qui ont des profils correspondant aux besoins des forces armées suédoises et qui sont motivés. J'ai bien dit à 95%. Donc ça veut dire qu'il y a 5% qui ont le profil mais qui ne sont pas motivés et à qui ils demandent de venir. Je ne sais pas si nous, il faut aller vers ce système. Ça, je ne veux pas vous le dire là publiquement. En tout cas, il y a des réflexions. C'était dit, il y a des réflexions. On verra ce qui sera choisi. Aujourd'hui, le système français est assez intéressant parce qu'il nous prépare, à mon sens, à toutes les éventualités. Encore une fois, sans copier le passé. Alors moi, ou alors si on le copie, c'est qu'on a une réflexion collective sur laquelle on adhère tous. Parce que remettre une obligation, c'est une privation de liberté individuelle. Alors certes, pour défendre la liberté de tous, par le collectif, c'est un impôt du temps, en espérant que ça ne soit pas plus. Donc ça ne se peut pas, ça se décrète par rapport à une analyse et pour moi un consensus, en tout cas de la majorité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des obligations aujourd'hui en France et les gens l'oublient. C'est le recensement qui est obligatoire à 16 ans pour tous les jeunes Français, et ensuite c'est la journée défense et citoyenneté qui est également, et c'est unique en Europe. Et ça permet d'expliquer aux jeunes la réalité de notre monde, de leur dire qu'il faut se préparer. Psychologiquement, que peut-être demain, ils pourraient être amenés à être des acteurs de la défense. Il y a plein de formes d'être un acteur de défense. Il n'y a pas forcément porter un fusil d'assaut dans les mains. Voilà. Et ça, il faut s'y préparer, parce qu'il y a un deuxième critère en dehors de la menace, il y a un deuxième critère qui dans 10 ans va nous frapper tous, c'est le déclin démographique. Les classes d'âge sont en chute libre. On voit bien, même l'école ferme, il ferme beaucoup de maternelles aujourd'hui, de primaire. Et nous, demain, on va perdre, aujourd'hui on a 800 000 jeunes, on s'attend dans 10-15 ans à ce qu'il ne soit plus que 650 000 Français. Tout va être redistribué. Pour nous, mais comme pour le système social, comme pour la compétition sur le marché du travail, est très exacerbée. Donc on sait que le modèle ne tiendra pas qu'avec des professionnels d'active et de réserve. Voilà. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Et merci à vous d'avoir suivi ce débat.